Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 10 février 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler forcément crypto. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la notion d'un retracement. Est-ce qu'on doit et est-ce qu'on va avoir un retracement avant le début du bull run, avant la mise en place de ce halving, et est-ce que oui ou non on va avoir une narrative qui va être différente des autres années, des autres cycles, dans lesquels on a quand même des indications qui sont en train de nous donner un narratif autour de BTC et comment ça va se dérouler. Globalement, on va passer en revue l'état général du marché sur les cryptos, ce qui va se passer sur la partie macro, ce que l'on peut attendre de la partie macro et l'impact que ça aura sur le BTC. Vous allez voir que c'est très intéressant, on va avoir une réponse très rapidement dans les mois qui viennent et peut-être une opportunité à saisir. Et ensuite, on ira parler de ce narratif-là qui est très important et qu'il va falloir surveiller de très près. On va commencer par l'état général du cycle où nous sommes actuellement. Pour rappel, nous sommes en préparation du halving, nous avons fini la période d'accumulation, donc classiquement on a dans un cycle de 4 ans une phase d'expansion qui est le bull run, une phase de saturation dans laquelle on a une distribution, une phase de bear market, qui est le fait que la bulle dégonfle, où on va avoir généralement une pression baissière très forte, une phase d'accumulation et de latéralisation qu'on connaît, et une phase de début de bull run que l'on reconnaît en fait dans cette phase ici, dans cette phase-là, dans lequel on va avoir une valorisation du marché, une respiration du marché, et généralement on prépare le halving, et ensuite on part sur cette phase d'accélération et d'expansion que l'on connaît après le halving. Donc ça, c'est le cycle classique que l'on connaît. Et donc, nous sommes actuellement dans la préparation du halving. Halving que l'on retrouve par ici le précédent qui était effectué sur cette ligne en 3 petits points, en pointillés, dans lequel on voit qu'on est à peu près dans cette zone-là. D'accord? On voit qu'on a toujours une phase de latéralisation qui est plus ou moins longue avant la préparation du halving, qui est un événement très important. Le halving dans le Bitcoin, c'est à peu près tous les 4 ans, dans lequel on va avoir une diminution par 2, divisé par 2 directement le nombre de BTC qui vont être émis à chaque bloc. Donc ça veut dire qu'on diminue par 2 le nombre de BTC qui vont être sur le marché. Et donc la pression baissière effectuée par les mineurs de BTC. Donc ça c'est très important parce que on a une industrie qui est derrière. J'ai déjà abordé cette notion-là dans plusieurs vidéos, je ne vais pas revenir dessus. L'impact sur cette industrie est très forte, mais aussi sur la circulating supply. Et ça je vous invite à regarder vraiment la vidéo de samedi dernier. Je vous la mets à la fin de cette vidéo-là parce qu'elle est vraiment très important de comprendre en quoi la circulation de BTC est en train de diminuer et ça va avoir un impact qui est excessivement positif sur ce bull run là et pourquoi ce bull run là va être différent. Mais là on va pas parler de bull run, on parle vraiment de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui va se passer le mois suivant, le mois d'après, globalement sur les 6 prochains mois, avant le début de ce bull run là. Est-ce que oui ou non on va avoir une forme de retracement et l'impact que l'on a? Historiquement au niveau des cycles, oui. Avant le halving, on a des formes de sell-off ou de latéralisation, comme on peut le voir ici sur 2016, comme on peut le voir ici sur 2020, où on a bien cette phase de retracement, de respiration du marché en amont du halving. Chose qui n'est pas forcément en train de se structurer maintenant, où on a toujours, oui, une diminution du volume haussier et de la puissance haussière, mais on n'a pas forcément de latéralisation, notamment avec le dernier mouvement que l'on a vu, bien que on l'avait un peu anticipé sur la quotidienne d'hier, où on avait défini que les targets 1 et 1 étaient bien dans les 47 200 et 47 700, et qu'on allait certainement retrouver le cours dans cette zone-là, et définir est-ce que oui, on allait instancier un haut de range dans cette zone-là, ou est-ce que on allait tout simplement construire au-dessus, statuer au-dessus, structurer au-dessus, pour accélérer à la hausse. On n'est pas sur du court terme, on revient sur du long terme. Donc oui, nous sommes dans une phase de pré-bull run. Maintenant, on va se poser des questions. Qu'est-ce qui va faire que on va décoller dans le bull run ou que, à contrario, on va se retrouver dans une forme de retracement? Déjà, il y a plusieurs vecteurs. Un, c'est pression baissière. Est-ce que oui ou non, on a une continuité de la pression baissière? Là-dessus, on a eu un gros sell-off qui a eu lieu depuis 2 mois, principalement par les mineurs de BTC, qui ont pris de la trésorerie pour se préparer justement au halving, et c'est quelque chose qui est préparé depuis quasiment 3 ans, hein. Faut pas penser que c'est du jour au lendemain, ils se réveillent en se disant demain il y a le halving, non, c'est quelque chose qui est anticipé, préparé, et qui est pricé, hein. Très clairement, au niveau des mineurs, ils sont préparés là-dessus. Ok, donc c'est pas les mineurs. Qu'est-ce que ça va être d'autre?
ok, peut-être GBTC, donc les ETF dans lesquels on a eu la validation des ETF, notamment Grayscale Capital qui est passé d'un fonds dans lequel les prix étaient, on ne pouvait pas en fait sortir de Grayscale Capital sans récupérer en fait ces BTC, donc c'est-à-dire qu'on devait vendre les GBTC qui étaient la part de Grayscale avec une décote de 10, 15, 20, 30% en fonction du moment où on le faisait. Donc pour moi, c'est vraiment très important que actuellement on comprenne que oui, la validation des ETF, c'est une injection de liquidité dans lequel on a des outils financiers mis à disposition pour rentrer facilement sur du BTC, mais aussi c'est la possibilité aux personnes qui sont bloquées sur Grayscale Capital de justement sortir. Alors ils sortent pas forcément, en tout cas ils vendent sur GBTC, mais ils transfèrent sur d'autres ETF comme ceux de Grayscale ou de Fidelity. On le voit bien au niveau du transfert de liquidité, donc on a une pression baissière sans avoir vraiment de pression baissière. Et dans tous les cas, c'est en OTC. Donc ça veut dire que c'est over the counter, ce n'est pas sur le marché market. Donc on n'a pas de pression baissière, on n'a pas de gros sell-off qui a lieu. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on a une hyper accélération qui a commencé ici avec la rumeur de la validation des ETF, et donc forcément on a une hyper spéculation qui a eu lieu. Donc cette phase d'accélération que l'on a connue. Et c'est pour ça qu'on a eu un gros sell-off, quand on regarde ici qui est la validation des ETF dans lequel on a eu une respiration du marché, et là on est dans une correction de cette respiration de marché, mais on a eu une respiration de marché, parce qu'on a cette phase de spéculation qui est en train de redescendre. La grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que pour tenir le momentum haussier, on a suffisamment d'inflow, sous-entendu de rentrée monétaire, pour pouvoir maintenir ça? Est-ce qu'on a des nouveaux arrivants qui compensent cette phase de fin de spéculation? Parce que généralement, quand on a une fin de spéculation, on a une phase de distribution et donc une phase de respiration du marché. Chose qu'on est en train de voir, mais qui n'est pas encore validée. D'accord? On est vraiment dans cette phase-là. Est-ce qu'on a une compensation avec des nouveaux acteurs qui rentrent? Est-ce qu'on a de nouveaux acteurs qui rentrent à travers le GBTC, à travers IBIT, à travers l'ETF de Fidelity? Oui, on a une injection monétaire qui est sur le premier mois d'un peu moins d'1 milliard de dollars. Est-ce que c'est suffisant pour maintenir le cours? Clairement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que on sait que la valeur générale de Bitcoin, on est sur quelque chose qui est excessivement valorisé, et donc il faut beaucoup d'inflow pour pouvoir faire déplacer le prix. Donc on sait que ce n'est pas ça. Par contre, est-ce que on a vraiment des personnes qui s'intéressent à Bitcoin? Quand on regarde un peu Google Trend, on voit que oui, on a eu un pic sur janvier 2024, avec principalement la validation des ETF, avec beaucoup de communication. On voit bien d'ailleurs que ça a monté petit à petit, on voit bien que octobre, novembre, décembre, le BTC montait, on avait une augmentation des recherches, parce qu'on avait beaucoup de communication au niveau des différents ETF, je vous l'ai signalé plusieurs fois dans la quotidienne, que c'était très fort, et on avait cette notion de montrer que ça allait être l'explosion, que ça y est, c'était l'avènement, l'arrivée des institutionnels, sur des grands chevals blancs en armure, etc. Non, ce n'est pas le cas, on le sait, c'est toujours la même chose, on prépare la rumeur, on prépare ce momentum, on fait monter le FOMO, et ensuite on a le soufflet qui retombe. La grande question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que le soufflet va retomber, et jusqu'où il va retomber vraiment au niveau de BTC? Et c'est là où c'est très intéressant de rentrer un petit peu dans le détail, on va rentrer plutôt à la semaine cette fois-ci, on a déjà abordé plusieurs fois cette partie-là, mais on va revenir. On sait on a des niveaux très importants. Ici, on est dans une phase de latéralisation. Alors, ce que je vais faire, c'est juste retirer tout ça de façon à libérer un peu la vue. On voit qu'on est dans une phase de latéralisation. On a eu la bougie de sell-off qui s'est retrouvée ici, qui s'est fait en 3 semaines. Et on a une seule bougie qui a comblé facilement 50% du mouvement. Donc, on a quand même une impulsion haussière. Important à prendre en considération. On est dans un niveau critique. D'accord? Si on casse au-dessus des 48 000 et qu'on s'instancie au-dessus des 48 000, ça sous-entend qu'on n'aura pas de véritable sell-off. Ça veut dire qu'on a un marché qui est capable de se structurer avec la circulating supply que l'on a qui est en diminution et l'inflow qui est suffisant pour pouvoir pousser le marché à la hausse. Par contre, si on se statue en dessous et qu'on réintègre, ça veut dire que, en effet, on peut avoir une forme de retracement qui va être violent. Et ça, c'est sur la partie crypto classique. Parce que si on rentre là, vraiment dans la partie crypto, on voit qu'on a une survalorisation d'un certain nombre de cryptos actuellement, dans lequel on a eu beaucoup d'altcoins qui se sont survalorisés,
et avec assez peu de retracement. On a eu 10, 15%, certains on a eu 30% de retracement, mais c'est assez faible par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans ces cycles-là. Et c'est là où la notion de fractalité est importante. Est-ce qu'on considère que tous les cycles sont identiques, ou en tout cas ont toujours les mêmes tendances, et est-ce que oui ou non, on va préparer ce halving? Le halving est en avril 2024, on a encore février, mars, et donc début avril 2024 pour voir une forme de retracement. Et cette forme de retracement peut être quelque chose qui va être construit, donc quelque chose qui peut être de ce style-là avec une continuité baissière, pour aller retester, pourquoi pas, les 32 000 qui est le niveau qui est vraiment recherché par beaucoup de personnes. Pour moi, il y a deux paliers, il y a le palier de 36 500 et 32 000, est-ce que on va être dans cette démarche-là, ou est-ce qu'on va être dans une accélération haussière potentielle et un flash crash pour ensuite repartir à la hausse? Chose qu'on a déjà connue à plusieurs reprises sur BTC, même dans des phases d'hyper bull run. Encore une fois, ce sont des choses qu'on a l'habitude de vivre. Est-ce que on va être dans quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui peut créer ça? Et ça, c'est important de comprendre que oui, on a la partie réglementation qui peut jouer ça, ce rôle-là, dans la partie crypto. Est-ce que c'est suffisant? Clairement, je ne pense pas. Je pense qu'on pourra avoir, peut-être, autre chose au niveau de la macroéconomie. Parce que, on a une macroéconomie qui est très intéressante, qui est en surexposition, qui est en accélération très forte. On voit qu'on affiche des plus hauts sur le Nasdaq, sur le SP500, sur le Dow Jones. On n'arrête pas d'accélérer à la hausse sur un marché américain qui pousse très fort, alors qu'on a des taux qui sont très très haut. La Fed n'a pas encore fait son pivot. On sait que la Fed a retardé son pivot. Ça ne sera pas effectué en mars. Ce sera effectué certainement en juin. Mais qu'est-ce qui pourrait être effectué en mars qui pourrait justement entraîner une chute? On garde bien cette idée-là en tête. On va y revenir en quelques instants. Encore une fois, nous sommes dans un marché qui est en surexposition et en suraccélération. Dans la vidéo de samedi dernier, n'oubliez pas, je vous la mets à la fin de vidéo si vous voulez vraiment la regarder, et je vous invite vraiment à la regarder si vous voulez vraiment comprendre ce qui pourrait se passer dans une notion d'hyper-spéculation et de création d'une bulle. Est-ce que nous sommes dans une bulle autour de l'intelligence artificielle et qui pousse la tech à la hausse et l'ensemble de l'économie américaine? Est-ce que les 6 Majestic nous poussent à la hausse suffisamment pour pouvoir se valoriser? Et est-ce qu'on n'aura pas un dégonflement de cette bulle avant la mise en place de la bulle? Chose que je pense fortement, et qui aura lieu à travers d'un élément clé, qui va être les banques américaines. Le système bancaire américain, qui depuis un an, je le rappelle, est en perfusion avec SVB. D'accord? On rappelle que le système bancaire régional s'est fait racheter par les plus grosses banques, en tout cas la majorité, et le reste a accepté le prêt de la Fed, prêt qui arrête dans un an. Enfin, qui devait arrêter dans un an au moment où ça a été effectué, et qui arrête du coup en mars. Et ça, on a un indicateur qui est très important, qui va être ici, donc le Reserve Repurchase Agreement, qui est justement la position de la Fed sur le rachat des actions et des obligations américaines. Alors il faut comprendre, ça je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus sur les 6 derniers mois, mais il faut bien comprendre que les banques américaines régionales ont beaucoup d'obligations, qui ont dévalué, c'est-à-dire par exemple une obligation valait 100, actuellement elle en vaut 80, donc ça veut dire qu'ils ont une perte latente de potentiellement 20 à 30%, mais elle est latente. Tant qu'ils n'ont pas dans l'obligation de la vendre, ce n'est pas une perte, parce qu'on rappelle que les obligations, c'est je donne 100 € par exemple, et je dois garder, j'ai un ticket à la place, je garde mon ticket pendant par exemple 10 ans, et au bout de 10 ans je rends mon ticket, et je vais récupérer mes 100 €, et je vais récupérer peut-être 2-3% à l'année. Le yielding qui m'est remis, donc sous-entendu le rendement statué qui a été effectué, et donc je sais que je n'ai pas de perte. Par contre, si avant ces 10 ans je veux m'en débarrasser, je dois vendre ce ticket-là, je dois aller sur un marché secondaire pour le vendre. Actuellement, le marché secondaire, il est horrible sur tout ce qui est bon au trésor avant. Comprenez bien que là, au niveau des bounds, on est sur quelque chose qui n'est pas positif du tout. Quand on commence à regarder un petit peu ce qui se structure, on va voir que les obligations américaines, ici, on est donc sur une hypervalorisation, ce qui est plutôt positif, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à posséder des bons au trésor maintenant que ceux d'il y a 1 an, 10 ans. Voilà, on a quasiment 2 fois le rendement qu'il y a 10 ans. Donc forcément, les personnes ont vendu pour racheter justement ces taux d'obligation. C'est-à-dire que pendant 10 ans, potentiellement, je peux toucher 4%, 5%, en fonction du moment où je l'ai acheté, pendant 10 ans.
Donc je verrouille pendant 10 ans un rendement de 5%. Et donc ça sous-entend qu'il y a eu beaucoup de ventes sur le marché secondaire des anciens bonds, et tous ceux qui sont bloqués avec, bon bah en l'occurrence, ils sont en négatif sur le papier. Tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu, ça c'est sûr, mais par contre, si jamais il y a un bank run, donc des personnes, ce qui s'est passé sur SVB principalement, des personnes qui veulent récupérer leur argent, bon ben en l'occurrence, ils vont devoir vendre, ils vont devoir encaisser la perte, et passer un certain niveau de perte, ils seront en incapacité de pouvoir assurer les retraits, et donc ils seront en cessation de paiement, et donc là on se retrouvera dans les cas classiques qu'on a pu connaître avec SVB, signature, etc., etc. On a dit que c'était des banques crypto, que c'était à cause de la crypto, mais c'est totalement faux. Le système bancaire américain à l'heure actuelle est en faillite sur la partie régionale, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas couverts, on a des formes d'assurance qui sont là pour ça, mais la majeure partie n'ont pas pris ces assurances, donc sont en perte, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une injection de liquidité de la Fed, qui s'est faite sous forme de prêt, qui se termine en mars, et donc là, on va jouer une forme vraiment de pression inquiétante, qui va avoir lieu certainement dans les semaines et dans les mois qui arrive sur la partie macroéconomie, avec potentiellement une forme de pseudo-peur qui va se mettre en place, et donc une pression baissière très forte, voire même peut-être un décrochage sur une banque, un rachat qui va être effectué par JP Morgan, parce que ça va être encore JP Morgan qui va racheter une banque, hein, c'est classique, hein, ils font leur shopping en ce moment, c'est vraiment le principe de la centralisation bancaire aux USA qui est en train d'avoir lieu depuis la crise de liquidité que l'on a connue. Et concrètement, ça va se caractériser comment? Ça va être un décrochage du SP500, un petit peu moins du Nasdaq, hein, mais vraiment du SP500, où on ira ici, si on va regarder sur le SPX, je pense qu'on y retournera sur des niveaux clés ici. Soit on va retester la partie des 4700, soit on va aller chercher un petit peu plus bas, pourquoi pas dans cette zone des 4600, avant de repartir. Parce que on repartira, on aura la Fed qui appuiera sur le bouton impression monétaire. Fed qui peut-être, justement, fera un pivot anticipé à cause de ça, ou prolongera la notion de prêt. C'est-à-dire qu'ils vont prolonger la notion de prêt sur 1 an, 2 ans, 3 ans, en attendant qu'en effet, on ait le pivot de la Fed qui se mette en place, une diminution des taux d'intérêt, un retour de l'intérêt des bonds à 10 ans qui étaient sur des niveaux peut-être à 2%, quelque chose comme ça, qui vont redevenir intéressants avec une restabilisation du marché des bons au trésor et donc derrière une diminution des pertes latentes. Et qu'on aura une injection monétaire, ou en tout cas une stabilisation comme ça et la mise en place du pivot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va repartir sur une période qui va être fast, très fast, et donc ça veut dire qu'on aura un intérêt pour les actions, on aura un intérêt sur les crypto-actifs, et donc là on repartirait à la hausse. Et donc là on repartirait sur quelque chose qui sera vraiment positif. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'impact de la macro sera suffisant pour que le BTC puisse retourner dans les niveaux dont on a parlé tout à l'heure, donc les niveaux des 32 000, voire même un petit peu plus bas. Est-ce qu'on va faire les 36 500? Est-ce qu'on va aller chercher plus bas? C'est vraiment la question qu'il va falloir se poser, et à quel point ça chutera et à quel point ça ira vite. Il va falloir être préparé. Il faut que vous ayez votre stratégie dès maintenant. Stratégie qui prend en considération le fait qu'il n'y a pas de décrochage, qu'on continue à pousser ou qu'on latéralise, et stratégie qui prend en considération qu'on a un décrochage à 36 500, qu'on a un décrochage à 32 000, et que ce soit excessivement rapide ou non. Il faut que vous soyez prêt, il faut que tout soit structuré. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a toujours à disposition mon guide d'investissement, qui est gratuit, dans lequel je vous explique comment gérer ces situations, comment gérer de l'achat, comment gérer de la vente. C'est en commentaire et en description. C'est gratuit et ça vous donne en fait une bonne façon de pouvoir construire une stratégie d'investissement de façon à ce que vous soyez prêt à ces éventualités-là. Encore une fois, n'oubliez pas, l'intérêt c'est de ne pas avoir raison, c'est d'être préparé à avoir tort. Avoir raison c'est facile, ça sous-entend que vous êtes préparé, vous avez envisagé cette partie-là, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous êtes projeté? Par contre, est-ce que vous êtes prêt à avoir tort? Est-ce que vous êtes prêt, si vous pensez qu'il y a un retracement, à ce qu'il n'y ait pas de retracement, et si vous pensez qu'il n'y a pas de retracement, justement, il va y avoir un retracement. Et comment vous allez pouvoir saisir cette opportunité-là? Parce que clairement, sur le BTC, on va morfler, mais sur les altcoins, on va aussi prendre une grosse claque qui sera 2 fois supérieure à peu près au niveau du BTC. Et là-dessus, il va falloir viser ceux qui ont déjà surperformé, ceux qui ont déjà été vraiment en surperformance ici, hein. Tous ceux-là vont continuer à avoir une surperformance derrière, et on va avoir des prix d'entrée qui vont être intéressants. Alors oui, je suis d'accord, peut-être que le prix d'entrée sera moins intéressant que si vous l'avez acheté
en début de l'année dernière. Mais il faut pas rentrer dans cette dynamique-là. La réflexion, elle est pas là. C'est actuellement, nous sommes dans un moment où on sait que la zone de préaccumulation est terminée, on est dans une phase de pré-bull run, c'est un moment qui est intéressant pour structurer des positions. Pareil, je prends juste un exemple vraiment loin au niveau du SP500, si on regarde, si j'ai acheté ici, est-ce que c'est si grave que ça ? Un petit peu plus tard, c'était en positif. J'ai continué, en fait, tout simplement à pousser. Et le fait de se dire, j'achète uniquement sur des très gros retracements, ça ne fonctionne pas. Ici, si on est intéressé par un asset, on doit pouvoir être capable de structurer son exposition en fonction de sa stratégie, en prenant en considération que ça aille plus bas, que ça continue à pousser, et justement, ne pas se poser la question trop de systématiquement, c'est trop cher, ça ne va jamais aller plus haut. Non, c'est faux. Est-ce que à ce moment-là, dans cette zone-là, on se disait que ça allait pas aller plus haut? Oui, mais on est 2800, et là on est à combien, excusez-moi? On est à 5000. Voilà. On est à 5000, donc oui, on est allé plus haut. Pareil ici, on est allé plus haut, on est allé plus haut, on est allé plus haut. Encore une fois, on continue à pousser, ne pas penser qu'on est dans une notion de survalorisation. Je vous rappelle, encore une fois, où nous sommes, on dézoome, très bien, on continue à dézoomer, Ah oui, c'est quand même pas mal, on a bien poussé. Est-ce qu'on considère que là, on est déjà trop ? Non, on considère qu'on va continuer à monter. On a terminé une phase de bear market, on a terminé une phase d'accumulation, donc là on est dans une schématique qui est propice à l'accumulation et à la structuration. Et là-dessus, on peut se poser la question d'un narratif qui pourrait arriver, qui commence à se mettre en place. Et non, je ne parle pas de la modularité, bien que je ferai certainement une vidéo dessus, je parle du narratif autour de Bitcoin, dans lequel on voit de plus en plus de projets qui se construisent non pas sur les BRC20, c'est encore autre chose, mais qui se construisent sur, ok, et si j'arrive à faire de la finance décentralisée sur Bitcoin, qu'est-ce qui se passera? Si j'arrive à créer un lien entre les EVM et Bitcoin, si j'arrive à transformer des EVM en tant que layer 2 de Bitcoin. Et ça, c'est un narratif qu'on commence à avoir en place. Et quel va être l'intérêt de ce narratif sur Bitcoin? Quelle va être la valorisation de Bitcoin par rapport à ce narratif? Et je pense que ça pourrait avoir un effet démultiplicateur par rapport à l'évolution de Bitcoin, juste sur ce narratif-là, un petit peu comme on a connu avec Ethereum. Et Ethereum suivrait aussi, et on aurait la cascade de liquidité habituelle, c'est-à-dire BTC, Ethereum, altcoin, qui serait encore plus forte que d'habitude, parce qu'on aurait une survalorisation de BTC, une redescente dans les EVM, et ensuite on repartirait dans une accélération haussière. Je pense que je vous ferai une vidéo spécial dessus. Si c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous voulez voir, dites-le moi en commentaire en description. Comme ça, au moins, je sais que je passe ça avant. Soit vous dites modularité, soit vous dites Bitcoin. Et en fonction de ça, je verrai lequel je fais passer avant au niveau de la vidéo. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, cette vision globale. Juste pour résumer et bien que vous compreniez que l'important, c'est de ne pas avoir raison. C'est surtout d'être préparé à avoir tort. Ayez votre stratégie. Oui, on peut avoir un retracement, il ne faut pas attendre impérativement ce retracement-là, mais il faut y être préparé pour pouvoir saisir l'opportunité, holder ce qui est important de holder, et justement contrôler son exposition pour ne pas être surexposé, et pouvoir continuer à s'exposer si jamais on a des belles opportunités qui arrivent, et si jamais elles n'arrivent pas, savoir comment réagir pour reconstruire ou continuer à construire son exposition. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un petit commentaire, ça soutient le travail que je fais et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.